question? Je l'accroche des accrochés? OK. Je suis accompagnée de Mme Joanie Belrose, M. Paul Gênes, M. Lirette Gélina, membre de la commission. Nous avons aussi avec nous Jean-Yves Lavrougerie, directeur des sports, de la culture, de la vie communautaire, Mme Anne-Jannick Lépine, chef de la division de la culture, M. Nicolas Vanas, chef de la division des sports. En ligne, nous avons Mme Guylaine Boutin, la directrice générale adjointe. Plus tard se joindra d'autres personnes à nous. Et en ligne, nous avons aussi M. Claude Charon, notre collègue du conseil. Donc, l'avis d'adoption, ça va, on est tous là. Adoption de l'ordre du jour, est-ce que ça vous allait, chers collègues? Oui. Donc, on débute avec la présentation du comité du Fonds de legs des Jeux du Canada et de ses programmes avec Nicolas Vanas et Rémi Fontaine, directeur d'Excellence sportive. Alors, Madame la Présidente, je vais faire une petite introduction, étant donné aussi que je siège sur le comité du Fonds de l'Aigle pour juste vous présenter un petit peu les premières diapos. Et après, je vais laisser mes collègues, M. Vanas, vous présenter du programme des Jeux de Sherbrooke et aussi M. Rémi Fontaine, qui est directeur général d'Excellence sportive de Sherbrooke, pour vous présenter les trois programmes dont Excellence sportive a la responsabilité, soit le programme Espoir, le programme Impulsion et le programme Sherbrooke International. Alors, tout d'abord, au niveau du comité du Fonds de l'Aigle, l'objectif, c'est d'aujourd'hui, c'est de vous présenter, parce que vous savez que dans le volet reddition de compte, il y a un volet reddition de compte qui existe au niveau de la commission. La commission doit faire déposer des orientations, mais il y a aussi un de ses rôles, c'est d'avoir des redditions de compte, et je vous dirais que c'est là-dedans qu'on s'inscrit dans ce volet-là, pour que le comité du Fonds de l'Aigle vienne vous déposer un peu sa reddition de compte au niveau de la dernière année 2024, au niveau de l'avancement des différents programmes, et en même temps parler du comité de Fonds de l'Aigle et son dynamisme, et aussi la réalisation des actions et des programmes. Donc, la première chose, c'est de présenter le Fonds de l'Aigle des Jeux du Canada, sa gouvernance et aussi ses outils de contrôle, de présenter les 4 programmes actuellement en vigueur. Il faut se rappeler que le comité du Fonds de l'Aigle a été créé à la suite des Jeux du Canada 2013 et l'objectif était effectivement de permettre à ce qu'à chaque fois qu'il y a une réalisation au niveau d'un événement sportif majeur, qu'il y ait des legs qui soient remis dans la communauté. À Sherbrooke, on a un slogan qui est « On ne fait pas des jeux pour faire des jeux, on fait des jeux pour avoir des legs ». Et souvent, les legs des grands jeux, comme par exemple les Jeux du Québec qu'on a eu récemment ou les Jeux du Canada 2013, c'est toujours pour dire on a un leg en infrastructure pour notre communauté. Et ça, on l'a vu dans chacune des éditions des différents jeux. On a des legs au niveau des équipements pour les organismes. On a un leg de bénévolat parce qu'il y a quand même une grande liste de bénévoles qui sont là et qui peuvent revenir nous aider. On a une leg de mobilisation parce que souvent, après ces jeux-là, on sent la mobilisation au niveau de la communauté, gens d'affaires, etc. Et on a aussi un leg en matière financière, et c'est pour ça que le comité du Fonds de l'Aigle des Jeux du Canada existe. Comme vous avez pu voir récemment, on a eu quand même un leg d'un peu plus de 875 000, 877 000 exactement de la part des Jeux du Québec hiver 2024 là, qui vont permettre justement la mise en œuvre de ces différents programmes-là. Alors, voilà un peu. La composition, c'est la ville de Sherbrooke, évidemment. Madame Robichaud, vous êtes présente. Je suis présent également pour la ville, le centre de services scolaires qui est présent. Monsieur Rassette qui est délégué, l'Université de Sherbrooke qui est là. C'est Monsieur Croteau qui est présent. Excellence sportive représentée par Monsieur Fontaine. Et il faut dire que Monsieur Rassette aussi représente en quelque sorte Excellence sportive parce que dans un des groupes des règlements généraux, M. Rassette en est un délégué. Et il y a des membres organismes, et dans notre cas, c'est M. Éric Bergeron qui est présent sur le comité. La mission, c'est de recevoir, d'administrer, de faire fructifier, bonifier l'héritage financier laissé par la Société hôtesse des Jeux du Canada 2013. Il faut dire qu'on a une politique de financement qui existe et qui permet de dire, selon des balises très précises, on fait des placements, et un des rôles de ce conseil d'administration-là, de ce comité, c'est de s'assurer que les placements soient en respect de la politique et qu'ils puissent fructuer, puis des fois de faire
des déplacements ou des réaffectations de montants dans certains fonds qui prospèrent davantage. Il faut dire que pour ça, on a une très bonne aide. On a M. Louis Marchessault qui est avec nous, qui nous assiste, qui est vraiment un spécialiste, un agent au niveau des placements de Desjardins, valeurs immobilières, et qui nous fait des recommandations. Et on a même quelqu'un, M. Serge Germain, qui vient de l'Université de Sherbrooke, qui, lui, ils gèrent au niveau du fonds de l'université et qui appuie les décisions et des fois nous amène certaines précisions au niveau du comité. Donc, il y a des mécanismes de contrôle pour respecter les placements qui se font. On a, par exemple, on ne peut pas dépasser un certain pourcentage au niveau de tout ce qui est bourse et tout ça. C'est vraiment limité à un maximum de 30 %. Après, il y a des placements plus conservateurs, évidemment, et c'est l'objectif d'un fonds, hein, de ne pas risquer et de s'assurer toujours d'avoir un capital important. D'ailleurs, capital qu'on retrouve dans nos conventions. En ce moment, on est à 2,875 000 qu'on ne doit pas toucher. C'est un montant que le comité a gelé par voie de résolution au conseil pour s'assurer. Il est rendu, on l'a bonifié depuis les jeux du. 2 000, oh oui, 2 millions. Ouais, c'est ça. Excusez. Vous avez raison, M. Jacques, de me reprendre. Donc, 2,8 millions, 2 875 000, tout à fait, pour s'assurer, puis c'est là qu'on le voit dans la prochaine diapo, merci beaucoup, Nicolas, qui doivent être conservés à perpétuité. L'administration des 4 programmes avec les montants restants, donc un maximum là, de 200 000. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure avec le reste des montants, puis là, on a un total là, de montants qui existent, de les répartir par année. Donc, les Jeux de Sherbrooke, on a considéré que 30 000 par année. Ensuite, le programme des Jeux du Québec équipe Espoir à 20 000 par année pour 25 et 26. C'est bien ça, 20 000? Pour celui-là. Le programme Jeux du Canada qu'on appelle Impulsion à 30 000 par année, 25 et 26, et les grands jeux, donc Sherbrooke International, on parle des Jeux olympiques notamment, 30 000 par année pour soutenir nos athlètes. Fait que vous voyez que l'ensemble des 3 enveloppes dont Excellence sportive gère pour réattribuer les sommes à des athlètes en soutien de toutes sortes. Et M. Fontaine nous parlera du type de soutien au niveau de ces programmes-là. On parle de 80 000 pour Excellence sportive et donc d'un 30 000 par année pour le Jeux de Sherbrooke, donc une enveloppe totale de 110 000. Alors, mais on parle d'un maximum de 200 000 pour les 4 programmes, mais dans ce cas-ci, on est vraiment dans le 110 000. Alors, je vous dirais, voilà pour l'introduction, la mise en place du rôle du comité, etc. Je vais laisser mes collègues faire la suite. Merci Jean-Yves. Je vais prendre la balle au bon pour vous présenter brièvement les Jeux de Sherbrooke. Ça, c'est en fait, pour conclure, là, c'est le 3 décembre dernier, le conseil municipal a pris l'engagement de renouveler les ententes, que ce soit avec le comité du Fonds de Legs ou Excellence sportive pour la gestion des 3 programmes. Donc, nonobstant le fait que les financements sont pour 25 ou 26, la Ville s'est quand même engagée à travailler avec Excellence sportive pour les 10 prochaines années dans le cadre de ces programmes-là. Les Jeux de Sherbrooke, c'est une nouvelle formule depuis 2023. Les Jeux de Sherbrooke, c'est un produit qui a été développé par Sherbrooke par le passé, puis qui avait pour objectif de faire bouger l'ensemble des jeunes du centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Ça a eu quelques éditions avant la pandémie. Puis pendant la pandémie, il y a eu une période forcée de mise en pause. Puis à ce moment-là, on est retourné à la table à dessin pour revoir un peu la configuration de l'événement qui atteignait des objectifs, qui atteignait ses objectifs, mais qui était quand même assez coûteux. Donc, on parlait de location de l'ensemble des plateaux sportifs, pratiquement de la région, d'une coordination assez lourde à générer pour s'assurer que toutes les écoles puissent participer. Puis, on a revisité cette formule-là au retour de la pandémie. Donc, depuis 2023, on a eu la première édition de la nouvelle mouture des Jeux de Sherbrooke. Puis, c'est maintenant en collaboration avec le comité des professeurs d'éducation physique du centre de services scolaires
qu'on travaille puis qu'on vient soutenir les manifestations d'athlétisme qui étaient déjà existantes. C'est une espèce de compétition amicale entre les écoles qui existe depuis plus de 30 ans. On vient la supporter puis la bonifier. Puis, ça a permis, le soutien du comité du Fond-de-Lègue a permis de créer un nouvel événement, une manifestation d'athlétisme adaptée pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Donc, les Jeux de Sherbrooke, c'est maintenant 2 événements, principalement d'athlétisme, pour lesquels on vient supporter l'allocation des infrastructures, le soutien ou la libération des enseignants qui participent au comité organisateur, qu'on vient bonifier de l'achat de matériel pour que les écoles se préparent à ces activités-là. Tout ça avec la collaboration aussi financière de Desjardins qui vient apporter un plus financier, mais qui vient aussi être présent sur place durant ces événements-là, puis amener une touche ludique aussi à ces événements-là. En bref, donc, les Jeux de Sherbrooke de l'année dernière, comme je le disais, 2 activités qui ont regroupé plus de 1000 participants, donc environ 700 pour la compétition d'athlétisme régulière, 350 au niveau de la compétition d'athlétisme adaptée qui a eu lieu le 7 mai dernier à l'Université Bishop, tandis que la manifestation d'athlétisme a lieu à l'Université de Sherbrooke dans le stade à l'extérieur. Au niveau de l'Université Bishop, on a un partenariat avec Olympiques spéciaux Québec aussi, qui sont là depuis, dans le fond, la première édition. Ils viennent animer des ateliers, des jeux adaptés pour les élèves durant cette journée-là. Puis, le centre de service scolaire vient accompagner avec les parents accompagnateurs. Puis les facilités, les installations en fait de l'Université Bishop sont entièrement accessibles pour toutes les clientèles, ce qui en fait un choix intéressant là, pour tenir cette activité-là. La Ville de Sherbrooke s'occupe de soutenir le comité organisateur, les 2 comités organisateurs, parce que c'est 2 comités distincts, notamment pour le paiement des plateaux sportifs, le transport des élèves, l'achat de l'équipement, comme je disais, et la bonification de l'événement aussi. En 2023, il y a eu la création du nouvel événement d'athlétisme adapté. En 2024, la bonification, ça a été notamment l'ajout d'un fond de scène pour permettre à la prise de photos, par exemple pour les écoles qui voudraient se prendre en photo. Puis, en 2025, on prévoit l'ajout de médailles ou de chandails aussi. Donc, à chaque année, on vient un peu agrandir là, la portée de l'événement, puis soutenir un petit peu plus là, cet événement-là. Puis, comme je le mentionnais un peu plus tôt, la présence de Desjardins est non négligeable. Elle vient donner des collations, en fait, aux jeunes. Ou des produits éco-responsables. Mais la vedette de ces journées-là, c'est évidemment Noisette, qui est la mascotte de Desjardins pour les jeunes. Puis ils viennent animer aussi des stands d'activités ludiques aussi pour permettre aux jeunes de faire des activités d'équipe entre les compétitions ou d'avoir d'autres éléments autour de l'événement. Donc, en gros, depuis 2 ans, cette nouvelle mouture-là est peut-être un peu moins grandiose que l'ancienne version des Jeux de Sherbrooke. Par contre, le soutien aux professeurs qui en ont grandement besoin est d'autant plus présent. Puis, l'apport de la ville, on voit l'impact est plus important, et ce, à meilleur coût aussi pour la ville. Puis avec moins de pression sur les installations sportives. L'ancienne mouture des Jeux de Sherbrooke, ça commençait à être un certain casse-tête pour certains propriétaires d'infrastructures aussi. Donc, on tient quelque chose avec cette nouvelle mouture-là qu'on va poursuivre en 2025 et pour lequel Desjardins a un fort intérêt aussi de nous accompagner pour les prochaines années dans cette mouture-là des Jeux de Sherbrooke. Parce que je dirais, c'est pas juste Noisette puis les collations, c'est qu'ils donnent aussi financièrement une contribution qui n'est pas négligeable pour les Jeux de Sherbrooke là, de la part de Desjardins. Tout à fait. Il y a
Tout à fait, il y a un élément financier spécifique. Eux, promotionnellement, ils réservent un montant de l'enveloppe pour venir soutenir avec ce type d'initiative-là, mais il y a aussi des sommes qui vont directement au fonds de leg dans le cadre de ce partenariat-là. Je fais. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Vanage, juste pour avoir un éclaircissement, quand on parle du transport des élèves pour aller à ces rencontres-là, est-ce que c'est une entente avec le centre de service scolaire ou on a une entente avec le service de transport de Sherbrooke? C'est directement avec le centre de service scolaire qu'on fait affaire, notamment pour la première activité où c'est énormément de transport adapté aussi qui est nécessaire pour plusieurs participants. Donc, c'est vraiment en collaboration avec le centre de service scolaire qui s'occupe de cette logistique-là de A à Z, étant donné leur habitude des sorties scolaires. Merci. Parfait. Je vais passer la parole à mon collègue Rémi pour la description des 3 autres programmes soutenus par le comité du Fonds de l'Aigle. Merci, Nicolas. Quelques secondes pour expliquer un petit peu Excellence sportive Sherbrooke. Excellence sportive Sherbrooke, c'est un centre d'entraînement multisport, un CREM, Centre régional d'entraînement multisport. Il y en a 8 au Québec. On représente évidemment la région de l'Estrie. Et j'ai la chance d'être président là, de l'Alliance des crèmes du Québec, les 8 crèmes ensemble. Vous avez à l'écran les 3 programmes d'excellence gérés par Excellence sportive Sherbrooke, les programmes du Fonds de l'Aigle. J'aimerais aussi introduire une petite notion de, au niveau sportif d'identification des athlètes. Au Québec, on identifie les athlètes en 4 catégories. Je vais en parler tantôt. La catégorie espoir, qui est une catégorie plus régionale, les athlètes qui s'engagent au niveau et qui performent au niveau régional. La catégorie relève et élite, ce sont les athlètes là, qui représentent le Québec et qui performent au niveau provincial et national. Et la catégorie excellence, c'est les athlètes là, qui performent au niveau international. Alors, vous avez ici les 3 programmes qu'Excellence sportive Sherbrooke gère au quotidien. Équipe Espoir, Impulsion et Sherbrooke International. Le Fonds de l'Aigle, ces 3 programmes-là sont un complément essentiel et important à la mission d'Excellence sportive Sherbrooke. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi d'autres programmes comme le PSCREM, le programme de soutien aux centres régionaux multisports que j'expliquais tantôt, du gouvernement du Québec. On a le Fonds de l'Aigle. On a aussi des partenaires majeurs qui s'impliquent à Excellence sportive Sherbrooke. Le Fonds de l'Aigle, c'est unique au Québec. C'est unique au Québec. Plusieurs autres crèmes tentent de s'en inspirer de cette formule-là, en lien avec le LEG des Jeux du Canada, le LEG des Jeux du Québec, etc. Toute cette dynamique-là, synergie-là, qui est sherbrookoise, unique au Québec. Ça nous permet d'être parmi les meilleurs, je ne veux pas dire les meilleurs, mais parmi les meilleurs là, en termes de soutien aux athlètes et aux entraîneurs. L'autre petite parenthèse que je veux faire, c'est que vous allez m'entendre dire faire une différence. Excellence sportive Sherbrooke, on ne prétend pas faire la différence. La différence est faite par l'athlète, sa famille, son coach, son club reconnu par la ville de Sherbrooke. Nous, on vient faire une petite différence dans un petit détail ou plusieurs petits détails qui, en bout de ligne, vont faire une belle différence. Ce sont les montants des dernières années et comme on disait tantôt, on a ajusté là, pour les 2 prochaines années, 2025-2026, pour chacun des programmes, là, 20 000 annuellement pour Équipe Espoir, Impulsion 30 000, Sherbrooke International 30 000 et un total de 80 000. Donc, si on parle d'Équipe Espoir, Équipe Espoir, c'est un peu la porte d'entrée de l'excellence sportive.
Ce sont des jeunes athlètes reconnus espoirs, comme j'expliquais tantôt. Âgés, ça dépend des sports, mais âgés généralement entre 12 et 15 ans. Puis le programme Équipe Espoir est axé sur l'athlète et ses besoins en services spécialisés afin de l'aider à cheminer dans le contexte des Jeux du Québec. On se souvient les derniers Jeux du Québec à Sherbrooke en 2024. L'Estrie fut nommée la région la plus améliorée. Ce n'est pas juste la faute d'Excellence sportive Sherbrooke. On pense avoir fait une différence parce que la grande différence a été faite sur les plateaux sportifs avec les entraîneurs, les entraînements, les clubs. Mais avec ce programme-là, on a contribué à faire une différence. Évidemment, merci au Fonds de l'Aigle. Desjardins, on en parlait tantôt. Les partenaires majeurs et collaborateurs officiels d'Excellence sportive. Le Conseil sport loisirs de l'Estrie, parce que dans ce programme-là, il y a une collaboration avec le Conseil sport loisirs de l'Estrie pour la formation des équipes, le soutien aux entraîneurs, etc. Et le programme sport-études, entre autres, du Triolet. Voici un petit peu, on en parlait tantôt, la région la plus améliorée pour Sherbrooke 2024. On travaille actuellement avec les cohortes d'athlètes de Trois-Rivières 2025. Et en chiffres, pour les années 2022 à 2024, c'est plus de 97 athlètes qui ont reçu des services selon leurs besoins en nutrition du sport, en performance mentale, en préparation physique, en soutien à l'équipement aussi, en psychologie du sport, puis en soins médico-sportifs. Tout ça avec les partenaires et les intervenants reconnus et identifiés par Excellence sportive Sherbrooke. Vous avez ici un lancement d'une cohorte. À l'avant, c'était des anciens Olympiens ou Paralympiens. Et derrière, en noir, c'est des jeunes de 12 à 16 ans qui forment l'équipe Espoir. C'était la cohorte 2023. Puis on avait fait une petite activité d'échange entre les Olympiens et nos plus jeunes chez Excellence sportive Sherbrooke. Ça avait été vraiment génial comme événement. Impulsion, on continue dans le développement de l'athlète. On est rendu à des athlètes qui sont reconnus relève ou élite de reconnaissance de niveau provincial. Souvent, c'est des athlètes qui performent très bien sur la scène provinciale ou qui font partie des équipes du Québec. Donc, programme Impulsion, programme soutenant les athlètes potentiels sherbrookois et estriens qui aspirent à prendre part aux différentes éditions des Jeux du Canada d'été et d'hiver. Après le succès connu du programme Impulsion 2013, ce fut un incontournable de continuer. Pour les Jeux du Canada 2013, ce fut le premier programme. Il était né pour justement préparer nos estriens à cet événement local-là, Jeux du Canada Sherbrooke 2013. Ça avait tellement bien marché que ça avait inspiré les autres programmes. Donc, c'est de s'assurer la meilleure représentation estrienne et sherbrookoise aux Jeux du Canada d'été et d'hiver, optimiser le soutien, et être un tremplin vers le prochain programme qui s'appelle Sherbrooke International. Même genre de service, peut-être un petit peu plus fréquent, intense comme service. On dit souvent que Équipe Espoir, c'est une porte d'entrée vers l'engagement vers l'excellence sportive. Et c'est un peu une initiation au service de performance, de haute performance. Là, on est vraiment dedans. Nutrition, performance mentale, préparation physique, camp d'entraînement, compétition, psychologue du sport, soins médicaux, puis aussi possibilité d'équipement. Évidemment, les mêmes partenaires, incluant Desjardins, le Fonds de l'Aigle, les partenaires de ESS et la boutique Le Coureur qui s'implique au niveau des vêtements dans ce programme-là. Quelques chiffres ici, entre autres Niagara 2022, où je faisais partie de la mission de l'Équipe du Québec pour encadrer les athlètes. La mission du gouvernement du Québec. Donc, une année record en 2022 à Niagara en termes de participation des athlètes sélectionnés de Sherbrooke et le nombre de médailles. Cohorte aussi, l'île du Prince-Édouard 2023, une très belle performance de nos représentants sherbrookois et estriens.
Au niveau des communications, bien évidemment, on met de l'avant toujours nos athlètes, nos entraîneurs, le fond de legs, Desjardins, on essaie d'oublier personne quand on fait nos différentes couvertures médiatiques et sur les réseaux sociaux, ainsi que Ma TV Sherbrooke. Sherbrooke International, le haut de la pyramide, si on peut dire, c'est là qu'on soutient là, des noms connus, nos patineurs de vitesse courte piste, Marion en saut acrobatique, etc., Marion Thénault, Kim, etc. Donc, c'est des figures connues, mais ils sont passés à travers ils ne sont pas tous passés à travers les 3 programmes, mais au moins 2 sur 3 à partir d'Impulsion. Ce programme consiste à soutenir les athlètes sherbrookois et estriens potentiels qui aspirent à prendre part aux grands jeux. C'est quoi les grands jeux? C'est les Jeux olympiques, paralympiques, les Jeux du Commonwealth, les Universiades, les Jeux panaméricains et para-panaméricains. Même chose, c'est au niveau des services, mais là, on est dans le plus pointu, on est vraiment dans de la haute performance. Donc, la nutrition, la performance mentale, préparation physique, les équipements aussi. Dans cette catégorie-là, on retrouve aussi les possibilités d'un soutien au niveau des frais d'inscription ou des frais d'une compétition internationale. On est là-dedans. Soins médico-sportifs, évidemment. Les dernières cohortes, en 2022, en Chine, on avait eu une très belle représentation avec 8 athlètes sélectionnés, des médailles pour Kim et Jordan-Pierre-Gilles. Les Jeux du Commonwealth, un athlète, Jeux panaméricains et parapanaméricains, 4 athlètes sélectionnés, 6 soutenus. Donc, les chiffres sont plus petits. Hein? C'est une pyramide. On part beaucoup plus large avec les athlètes espoirs, relève élite, et on finit avec nos athlètes d'excellence avec Sherbrooke International. Même chose au niveau de la couverture. Vous voyez la petite affiche ici, c'était, je pense que c'est Beijing 2022, exact. Puis Nicolas Haug et Jonathan Vermette pour ce qui est de Paris. Là. Et on a fait aussi, c'est la dernière ligne, là, un mur d'intronisation au complexe sportif Thibaut GM. On l'appelle le sommet de l'excellence sportive. Donc, c'est les Olympiens ou les athlètes qui ont fait la plus haute ligue professionnelle, qui ont pris leur retraite et qui ont reçu des services d'excellence sportive Sherbrooke qui existent depuis 2004. Voilà pour les 3 programmes, Équipe Espoir, Impulsion et Sherbrooke International. Merci, M. Fontaine. Peut-être juste dire, parce qu'on a parlé pour les gens qui ne sauraient pas, mais d'athlètes identifiés, sélectionnés, soutenus, c'est pas vous qui les sélectionnez, c'est les associations et les fédérations. Le processus, c'est pas l'athlète qui cogne chez vous et dit j'ai besoin de vos services. Fait que exact. C'est pas ils ont des standards et tout. Là. Chaque fédération provinciale a ses standards. Ils doivent fournir une liste au gouvernement des athlètes reconnus espoir, relève, élite et excellence. Nous, on prend cette liste-là, qui est une base de données. Les 8 crèmes, on prend ces données-là, puis on intervient auprès des athlètes identifiés. Merci. Je dois dire à M. Fontaine, j'ai été la présidente d'Excellence sportive pendant 2 ans jusqu'à temps que les règlements généraux changent et tout, et on a laissé la place là, à d'autres personnes. J'ai vraiment aimé mon expérience. L'équipe d'Excellence sportive est vraiment super professionnelle, est nice au bout. Moi, en tout cas, j'ai adoré mon expérience de travailler avec vous là, pour les 2 premières années de mon mandat. Puis ça me fait tout le temps plaisir de vous croiser d'ailleurs. Est-ce que mes collègues ont des questions, commentaires? Oui. Oui, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et pour le bénéfice de la Tribune et autres journaux qui pourraient être intéressés, dans le fond, nous, je sais qu'on a une politique de placement éthique à la ville de Sherbrooke. Ça s'applique également, j'imagine, à ce qui se passe au niveau des placements qui sont réalisés de votre côté également. Parce que, bon, si on se replace en contexte, ben, on a de plus en plus de dévaluation pour ce qui est des énergies fossiles à travers, c'est quelque chose que nos citoyens sont très préoccupés par.
part. Au pays aussi, ben, on est en pleine guerre commerciale trumpiste qui se pointe le bout du nez. Donc, c'est quoi les mesures qu'on prend chez nous pour s'assurer que nos placements, dans le fond, soient faits de façon éthique? Ça ne sera pas M. Fontaine, hein, ça va être M. Larouche. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Gélina, pour votre question. Effectivement, au niveau de la politique, ce qu'il faut mentionner, c'est que tout d'abord, nous, notre politique a été adoptée par le conseil municipal. Et nous, ce qu'il faut dire, c'est que on a principalement deux grandes conventions qui viennent chapeauter l'ensemble des actions du comité puis de la gestion des programmes. On a une entente, une convention qui est tripartite entre la ville, entre le comité du Fonds de Legs et Excellence sportive. Et tout ça fait en sorte et régit, c'est-à-dire il y en a une qui est régie, qui aligne aussi le comité du Fonds de Legs et la ville. Ça, c'est l'entente bipartite. Et cette entente-là, ce qu'elle dit, c'est que on a une mission, on a des objectifs et on doit avoir une politique de placement qui répond à certaines règles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est travaillée avec, on est accompagné d'un professionnel au niveau du placement qui gère ça avec Desjardins. Au niveau maintenant du type de placement, on n'est pas, c'est sûr qu'on a déjà parlé de l'aspect environnemental, je ne vous cacherai pas. À certains points, le comité du Fonds de Legs a une certaine latitude pour ça, mais en même temps, on se questionne régulièrement à savoir quel type est mieux ou etc. Et ça, ce type de questions-là arrive à certains moments. Et je ne vous cacherai pas qu'avec ce qu'on est en train de vivre, on a parlé à la dernière rencontre. M. Marchesso va nous revenir là-dessus, mais on est sensible à ce qui peut se passer. Est-ce qu'on a une politique, un cadre éthique? Non, par contre, est-ce qu'on applique, et je vois M. Racette qui est avec nous, qui est membre, bonjour M. Racette, qui est avec nous comme membre du comité du Fonds de Legs. On regarde l'ensemble des membres du comité, regarde avec beaucoup de, comment je pourrais dire, le sens éthique vient de l'ensemble des membres et le fait que la politique soit adoptée, puis le fait que notre spécialiste au niveau du placement nous amène ce type de questions-là, on a ces enjeux-là. Mais est-ce qu'on a un code éthique en lien avec ça? Non, mais on a une politique qui vient bien baliser et encadrer tous nos types de placements. Autre question, M. Lirette? Non. Non, c'était ma question principale, mais en général, je trouve que c'est vraiment des initiatives qui font vivre le milieu, qui encouragent les athlètes. Puis, ma foi, ça fait des petits. Ça inspire aussi au niveau de la culture aussi de notre prochain programme qui va supporter les artistes. Donc, ma foi, chapeau. Continuez le beau travail. Merci, Mme Belrose. Merci de votre visite. C'est vraiment un plaisir. Moi aussi, j'ai eu la chance de faire partie du conseil d'administration. Puis, je dois dire que c'était aussi dans le début du mandat, un de mes conseils d'administration les plus passionnants. Des gens, une équipe extraordinaire, là, avec des gens tellement dévoués. Puis, c'est sûr que, tu sais, espoir, impulsion, on le sentait même au sein de votre équipe, là, tout ce sentiment d'espoir-là. Puis, je trouve que vous êtes très modeste avec le faire une différence parce que c'est grandiose ce que vous faites, là. Puis, ça nous permet, la ville de Sherbrooke, d'avoir un leadership régional. Tu sais, moi, je connais des parents qui habitent à 1 heure d'ici, qui envoient leurs enfants faire leur secondaire parce qu'ils veulent, tu sais, progresser avec excellence sportive Sherbrooke. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est de un sacrifice familial, mais tu sais, c'est qu'ils croient vraiment en l'apport, en fait, du centre. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça grand, puis je trouve ça beau. Donc, je vous félicite. Puis, ma question, c'est, je me demandais que les autres villes qui ont reçu des jeux, qu'est-ce qu'ils font avec leurs legs s'ils ne font pas comme nous? Quand il y en a. Bien, ceux qui en ont, Ils n'en ont c'est pas ça. tous. Non, Ben, la formule du leg financier, c'est, je dirais, made in Sherbrooke. Beaucoup, hein? Mais les prochaines villes qui organisent des Jeux du Québec, Jeux du Canada, entre autres au Québec, 2027 à Québec, 2031 au Québec, s'inspirent de cette politique-là de legs financiers. Il y a toujours des legs en immobilisation, en sites sportifs, des legs en matériel sportif pour des compétitions sportives. Mais un leg financier, c'est nous qui l'avons inventé.
Bravo à Jean-Yves qui était là à l'époque, Jacques Petit, des gens comme ça. Ouais. C'est nouveau. Félicitations, puis merci de faire rayonner Sherbrooke de cette façon-là, parce que c'est des opportunités qui sont créées à partir des événements, puis tu sais, on sent que toute la communauté, même régionale, peut en bénéficier. Fait que c'est super. Tu la bougerais? Oui, ben, j'irai en complément à votre question, à la réponse de M. Fontaine, à votre question, Mme Belrose. Il y a même des villes qui reçoivent des jeux qui nous approchent. Vous savez que Trois-Rivières va recevoir les jeux cet été, les Jeux du Québec été 25. Et il y a plusieurs autres villes là, qui, quand veulent soumettre leur candidature, approchent Sherbrooke, particulièrement pour l'organisation, oui, mais aussi pour l'utilisation et le fait de mettre les legs de l'avant. Ça devient une pratique qui va être de plus en plus, et je pense que Sherbrooke a été innovant en la matière, euh, particulièrement depuis les Jeux du Canada 2013, pour faire en sorte que quand on fait des jeux, on ne fait pas des jeux pour faire des jeux, mais pour avoir un leg, puis quelque chose qui perdure dans la communauté. L'aspect financier en est un, l'aspect infrastructure en est un, l'aspect du soutien, comme j'ai mentionné, au niveau du bénévolat, du soutien aux organismes. Et on va se dire, les Jeux du Québec hiver 2024 sont arrivés après la période pandémique et a permis un relan au niveau du développement économique, mais aussi de la communauté. Et ce qu'il faut mentionner et qu'on ne mentionne pas souvent, il y a beaucoup d'arrimage qui se fait. Vous savez qu'au niveau culturel, il y a une implication, puis je vois Mme Lépine qui est avec nous pour le sujet suivant. Le milieu culturel était grandement impliqué aussi au niveau des derniers jeux, entre autres. Fait que ça crée une grande mobilisation. Puis l'aspect du leg, je vous dirais, en lien avec votre question pour les autres villes, de plus en plus considéré en lien avec l'aspect innovation dont la ville de Sherbrooke a mis en place. J'ajouterais juste parce que ça, on n'en parle pas ici, mais tu sais, les Jeux du Canada, ça a été aussi un leg côté pratique environnementale. En fait, ça a été l'événement le plus tu sais, éco-responsable en fait qu'on a eu. Puis on a eu beaucoup de le leg, les équipements, les pratiques, etc. Fait que on voit que amenez-en des événements à Sherbrooke, on apprend, puis on crée des opportunités, c'est super. Tout à fait. Puis c'était un des principes directeurs aussi des Jeux hiver 2024. Le fait, je me souviens très bien, M. Proulx disait on veut être un des plus éco-responsables au niveau de la. Oui, effectivement. Puis juste avant de terminer, tu sais, ça l'a été dit, mais je vais le répéter, la différence avec le LEG, c'est que M. Proulx, avec son équipe, ils ont mis le 200 000 qui était prévu initialement, si je me trompe pas, direct comme une dépense dans leur état financier, dans leur budget, pour s'assurer qu'il reste un 200 000 à la fin. Bon, on sait qu'il y en a resté 800, plus que 875 000, mais tu sais, il n'a pas dit s'il reste de l'argent, on en donnera. Il avait déjà prévu dans le budget qu'il y aurait des sous, puis il a géré ces choses serrées, qui fait qu'il est resté ces montants-là. Monsieur Rassette s'est joint à nous. On avait parlé des Jeux de Sherbrooke en premier, mais est-ce que vous avez un mot à dire sur le fait qu'est-ce que ça a apporté, le fait que Sherbrooke se joigne aux éducateurs physiques? Tu sais, est-ce que vous avez sûrement entendu parler dans vos équipes si c'était bien ou pas bien finalement, il faut le dire, là, On va juste vous demander d'ouvrir votre micro parce que c'est enregistré puis on ne vous entendra pas sinon. Merci. Bonjour. Oui, merci. Oui, c'est très bien, très apprécié d'ailleurs. On voit que ça donne une belle impulsion. Puis moi, j'ai assisté au jeu avec nos élèves avec des besoins particuliers. Là. Puis c'est vraiment génial d'avoir cette opportunité-là pour eux d'avoir un public, d'être apprécié, puis d'être dans un endroit qui est vraiment, c'est magnifique. Alors, merci à nos partenaires. Donc, voilà. Pété. Oui, absolument. M. Fontaine, vous voulez terminer ça? Allez-y donc. Ben, peut-être. Dans le même sens, Madame la Présidente, c'est que Jacques Petit et les gens qui étaient là au Jeux du Canada en 2013 l'ont inclus dans le plan d'affaires des Jeux. Je ne sais pas si les Jeux font un profit. Ils l'incluent. C'est ça la nouveauté cherbrouquoise que les autres s'inspirent, effectivement. Ce qui fait en sorte que sans toucher au capital, puis ça ne coûte pas de sous à la ville ou à différents partenaires sans toucher au capital. On a des ressources disponibles pour nos athlètes annuellement et pour les Jeux de Sherbrooke. C'est une obligation. Lorsque le cahier de mise en candidature est déposé, ce n'est pas au gré là, de la direction générale des Jeux, c'est une obligation avant que le DG est arrivé, M. Proulx.
lorsque le comité de mise en place de candidature, c'était une obligation de mettre dans le compte des dépenses la valeur du legs qui était ciblée, qui à l'époque, effectivement, était de 200 000, mais qui a pris, qui, comme les jeux, ont été un succès, 877 000. Parfait. Merci, M. Gingres. Merci, Mme la Présidente. Merci pour la présentation. Lorsque vous êtes venu présenter un bilan à votre 15e anniversaire, ici même à l'Hôtel de Ville, avec M. Jacques Petit, qu'on salue en passant, qui est dans mon district d'ailleurs. Tout est dans tout, tout est dans tout. Et que moi, je connaissais plus ou moins le programme Excellence sportive. Et quand j'avais lu son dossier de la façon qu'il l'avait présenté, eh bien, j'avais dit quelque chose de particulier au conseil municipal ce soir-là, à l'effet que j'étais jaloux. Étant président du défunt comité de la culture de l'époque, j'ai dit, voilà un modèle extraordinaire sur lequel on pourrait copier des éléments. Et avec M. Larougerie, Mme Lépine, sans oublier Yves Chiasson, Masson, pardon, on a travaillé, planché sur un modèle de programme de bourse remise aux Charbouquois, aux artistes et artisans charbouquois, charbouquoises. Et puis, on voit de plus en plus, là, c'est en train de se construire tranquillement. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une partie de votre legs que vous pourriez céder à la culture? Vous n'avez pas besoin de répondre, M. Fontaine. Mais c'est vraiment un très beau modèle et puis il gagnerait à être connu et reconnu à travers la province de Québec. Et je sais que nous, on s'en est beaucoup inspiré pour le programme de bourse. Alors, on vous souhaite un autre 20 ans. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Puis M. Fontaine a siégé aussi sur le comité aviseur de la culture pour apporter son expérience et ses compétences. Oui, mais quand même, vous avez participé quand même. Bien, merci à nos invités. On va passer au prochain point, dans le fond, qui est le plan directeur du parc du domaine Howard, concept préliminaire, avec Mme Lépine, mais avec Marie-Frédérique Tremblay surtout. Donc, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Je vais faire un petit mot d'introduction. Après, je vais passer la parole à l'experte et celle qui porte le dossier là, du parc du domaine Howard. Une petite chronologie. On se rappelle donc en avril 2024, un premier rapport expliquant le diagnostic, l'état des lieux a été déposé à la commission. Et en novembre 2024, il y a eu un second dépôt de rapport, cette fois-ci, qui était la synthèse des activités de participation citoyenne. On se rappelle, qui ont eu lieu en septembre et en octobre 2024. Et de ce rapport synthèse, les résultats des énoncés émis par la population et les différents groupes qui ont été consultés, ces résultats de ces participations ont fait l'objet d'une analyse et ont été joints à des enjeux qui ont permis de travailler le document qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le concept général préliminaire. Qu'est-ce que ce document qu'on va vous présenter? Un plan concept préliminaire, en fait, c'est une première ébauche. C'est une première ébauche d'un projet d'aménagement qui sert de guide, un guide pour le développement futur de l'espace du parc du domaine Howard. Cette présentation, donc, que nous avons aujourd'hui, repose sur l'ouverture, la réception, des propositions et nous sommes totalement dans l'accueil de vos commentaires. Alors, les membres de la commission ont pris connaissance du document, donc, du plan concept préliminaire et je laisse la parole à Marie-Frédérique Tremblay qui va nous en faire le commentaire et donner les grandes lignes là, importantes à retenir. Merci. Alors,
je suis très contente d'être ici aujourd'hui parce que c'est une belle étape qui est le fun à présenter. Donc, on va passer au travers ensemble. Comme Anne-Jannick vient de le mentionner, donc, dans une première étape, on vous a présenté en commission il y a plusieurs mois un diagnostic qui comportait des enjeux, états de situation et tout ça. Ensuite, les rapports de consultation et un plan directeur, donc le plan directeur qui sera soumis un petit peu plus tard au printemps. Et en fait, vraiment un bel amalgame de ces éléments-là. Donc, ce qu'on veut faire, puis ce qui est réaliste et possible de faire. Mais on vous a entendu, vous nous avez dit, ben là, on ne veut pas arriver à la fin du processus avec un plan directeur déjà tout ficelé. On a envie de continuer à participer à cette démarche-là. Donc, c'est vraiment une étape préliminaire aujourd'hui, une étape intermédiaire, si je peux dire. Ce n'est pas un rapport, c'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement un rapport étoffé qui vous est donné. Ça, ce sera le plan directeur. Mais là, on est vraiment dans une étape de travail. Donc, on va pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Voilà, donc je peux peut-être juste faire avant de me lancer dans la grande présentation, petite parenthèse sur les étapes subséquentes du sommaire décisionnel. Vous allez voir que pour tout ce qui est de la portion des serres, on y est allé de façon assez sommaire parce qu'il y a présentement des analyses techniques qui sont faites. Donc, nos collègues des parcs sont là si jamais vous avez des petites questions là, à la fin, mais vous allez voir que là, on est allé principalement en survol pour cette portion-là dans l'attente d'orientation un petit peu plus claire. Voilà, donc je voulais clarifier ça avant de commencer. Là, je suis habituée à 2 écrans, fait qu'il va juste falloir, je vais partager l'écran. Oui, ça marche, super. Et là, je veux juste trouver mon pointeur laser. Est-ce que vous le voyez, vous? Ah oui, il est là, il bouge. OK, excusez-moi. Ah, je me suis trouvée bien techno quand j'ai découvert ça. Donc, voilà. Il y a des éléments que je vais passer un peu plus rapidement parce que c'est des choses que vous avez déjà vues. Puis, on va s'amuser là, en allant un petit peu plus dans le détail dans la présentation vraiment là, du concept préliminaire. Ça reste un concept qui est encore général. On ne va pas dans le détail de chacune des activités, mais ça commence là à prendre forme. Donc, ça, c'est ce qu'on a mentionné d'entrée de jeu. Je passe tout de suite. Vision et principe directeur. La vision, on l'a remis là pour référence, mais c'est la même qui nous suit là, depuis les consultations à peu près. Cette section-là est une section quand même importante. C'est un peu ce que j'ai mentionné. Donc, si on se rappelle les grands éléments des consultations publiques, donc des grandes idées qui faisaient consensus, il y avait, entre autres, c'est décliné un peu plus loin, là, mais préserver la quiétude du parc, mettre en valeur l'histoire, la culture, le patrimoine naturel et bâti et le volet horticole. Donc, c'était tous des éléments qui étaient très importants pour l'ensemble des groupes consultés. Réduire la place de l'automobile dans le parc, améliorer les aménagements pour les piétons. Les analyses de faisabilité et enjeux, des grands éléments, là, on se le rappelle, ça fait encore plus longtemps. Bon, il y avait une grande importance de la conservation du patrimoine, mais qui est dans la catégorie enjeu parce que parfois ça amène certaines contraintes, surtout quand on essaie de concilier ça avec, par exemple, des normes de la régie du bâtiment sur la hauteur des rampes d'escalier, par exemple. Donc, on veut conserver le patrimoine, mais en même temps, il faudrait qu'on monte les rampes si on veut amener du public dans certains espaces. Donc, c'est tout ça qu'on doit considérer.
Les caractéristiques des espaces, donc la configuration actuelle, autant extérieure qu'intérieure, les dimensions, les grandeurs des salles et tout ça, les liens fonctionnels actuels du parc qui étaient en fait pas si fonctionnels, les mises aux normes, donc selon l'usage qu'on va vouloir faire, la sécurité des incendies, l'accessibilité, accessibilité universelle qui se trouve à devenir un enjeu dans des bâtiments patrimoniaux, les renforts structuraux, etc. Et la complémentarité à l'échelle de la ville du type d'activité qu'on veut faire. Donc, de tout ça, on ressort des principes directeurs qu'on a séparés en principes directeurs d'occupation, donc qu'est-ce qu'on veut avoir comme activité dans le parc. Et on a les principes d'aménagement après. Donc, les grands principes d'occupation, le maintien et la valorisation du volet horticole, des mosaïques, de l'aspect naturel et paisible du parc, la conservation et la mise en valeur des bâtiments d'intérêt patrimoniaux existants, ainsi que la protection de leur espace intérieur par un règlement de citation. Ça a été nommé souvent. Donc, on garde ça en tête quand on va voir le plan. La mise en valeur de l'histoire du site des familles Howard et Vanier, la mise en valeur du parc à l'année. Ça, c'est quelque chose qui était ressorti et qui ne se fait pas actuellement. La création potentielle d'un événement hivernal. Les principes directeurs d'aménagement du parc. Donc là, on n'est pas dans les détails des travaux des bâtiments, par exemple, mais très général encore. Donc, diminution des espaces de stationnement, des espaces de circulation automobile et des accès aux sites pour les automobiles, l'amélioration des sentiers piétons, l'ajout de stationnement pour les vélos, de mobilier urbain, des usages publics au rez-de-chaussée des pavillons et la consolidation de leur vocation culturelle. Le pourquoi rez-de-chaussée, c'est ce que je mentionnais tantôt un peu qui l'explique, c'est que si on veut amener du public en fait, dans les bâtiments, il va y avoir certains aménagements à faire, mais aux étages, on considérait que c'était assez complexe au niveau des normes de la conservation du patrimoine et tout ça. Donc, on y va avec une proposition qui est différente pour les étages, mais pour le rez-de-chaussée, qui est vraiment un usage public. Juste un instant. Oui. Monsieur Geng. Merci, Mme la Présidente. En lien, Mme Tremblay, en lien avec ce que vous venez de dire, on parle surtout j'imagine, de l'accès universel. Si on veut amener des gens au rez-de-chaussée. En fait, je ne parle pas d'aménagement d'accès universel. Je parle de si on veut faire des activités publiques. Donc, on souhaite ouvrir les rez-de-chaussée des 3 bâtiments principaux, là, je vais le nommer tantôt, au grand public, mais moins aux étages. Aux étages, on prévoit d'autres choses. Mais oui, il y aura une accessibilité universelle à penser si on amène des gens là. Oui. Je sais qu'on en a déjà fait une au TCU d'arrondissement pour un des pavillons. Ça a été assez complexe parce qu'il faut respecter le patrimoine. Mais OK, c'était juste question d'éclaircissement. Merci. Parfait. Puis pour le reste, on va vous laisser finir, puis on vous fera notre liste de questions, commentaires. C'est bon. À moins que vous vouliez qu'on vous arrête à chaque. Je pense que je suis mieux d'y aller. D'une traite, Je vais essayer de ne pas vous endormir, là, mais on va arriver avec les matchs bientôt, donc ça devrait bien aller. Mais oui, je vais prendre les questions plus à la fin, si possible. Donc, j'étais le maintien d'un espace dégagé dans le coin nord-ouest. On parle de l'espace qui est déjà un grand espace vert gazonné qui permet des activités libres, la réalisation d'aménagements temporaires en lien avec la vocation du site pendant les travaux afin de maintenir l'usage des visiteurs. Ça s'est ajouté dernièrement dans le sens qu'on veut pouvoir faire quelque chose dès maintenant et pas attendre nécessairement qu'il y ait des grands travaux majeurs qui soient faits. Alors, on y est. La façon que je vais procéder, c'est que je vais vous montrer le concept global. Après ça, on va y aller petit espace par petit espace. Puis, il y a des photos d'inspiration là, pour imaginer un peu qu'est-ce qu'on a voulu dire dans chacune des sections.
Donc, roulement de tambour. Un petit. Oui, non, programme d'atelier, c'est bon. Alors, le concept global. Oh, vous êtes loin, je ne sais pas si vous le voyez mieux à votre écran. Je vais essayer d'y aller avec le pointeur. Il y a beaucoup d'informations dans cette diapo-là. Donc, on voit qu'on a séparé le parc en secteurs. C'est pour bien le comprendre puis pour garder une inspiration. Donc, ce qui est en rose au centre ici, c'est ce qu'on appelle le cœur. Donc, ça a presque une forme de cœur avec ses artères, mais ce n'est pas pour ça. Donc, c'est vraiment la partie centrale du parc qu'on souhaite valoriser. On a un espace plus foncé ici entre les trois bâtiments où il pourrait y avoir une placette animée. Il y a aussi du rose en bas ici, donc près de la Maison Bleue. C'est un secteur qui peut être humain, animé et accessible. Aux marges, on a en vert pâle ici, là, les voies de circulation et des stationnements qu'on imagine beaucoup plus verts. Là, présentement, on a des grands espaces asphaltés ou en gravelle. Donc, on veut aller rendre ça là, beaucoup plus végétal. À la toute fin, on a des images d'inspiration. Donc, ce sont les espaces de stationnement qui seraient conservés. Le secteur horticole, comme je disais, qu'on va passer en survol tantôt, mais qui est une section en soi. On voit les lignes qui seraient là, principalement ce qu'on appelle la promenade victorienne, donc des sentiers qui seraient aménagés là, à une échelle qui est un peu plus intéressante qu'actuellement, puis qui mènerait vraiment là, vers les endroits forts du plan directeur. Et les petites étoiles, en fait, ce sont des points de service. Il y en a un plus gros. Donc, ça a été nommé à plusieurs reprises qu'il pourrait y avoir un intérêt à ce qu'il y ait un point d'accueil principal, un espace d'accueil touristique, par exemple, mais avec salle de bain et toilettes. On est encore avec des toilettes chimiques ou des toilettes non accessibles, donc qui seraient effectivement accessibles universellement et qui amènerait de la circulation un peu dans ce secteur-là du parc qui est moins visité, mais qui est très, très joli. Et il y a des petites étoiles là, dans le pavillon 3 et dans la Maison Bleue qui sont principalement des toilettes, mais qui sont un point de dessert. Alors ça, c'est la grande idée générale. Maintenant, les programmes détaillés. Ce qu'on appelle les programmes, c'est qu'on est vraiment parti de qu'est-ce qu'on veut qui se déroule dans les bâtiments ou dans les espaces. C'est ça qu'on appelle les programmes. Puis à partir de ça, ben, c'est ça qui a inspiré les différents aménagements que vous allez voir. Donc, section par section. Le cœur. Encore une fois, il y a beaucoup d'informations dans ça ici. Donc, le cœur qui est en rose ici. On a donc une surface minéralisée, on entend asphalte, qui pourrait servir pour des spectacles, des événements et des activités à l'année. Présentement, c'est un stationnement et qui est bordé par des parterres gazonnés qui sont là, mais qui servent peu, à part dans les rendez-vous de Word. Ils sont bien utilisés, mais sinon, qui servent peu. On voit les petites flèches, c'est les entrées principales de chacun des bâtiments. Donc, on voit que ça converge un peu autour de tout ça. Puis, il y a un lien qui est accessible vers le stationnement qu'on voyait dans l'autre carte, mais le stationnement principal serait ici. Un des stationnements serait ici. Donc, les gens peuvent monter là, par le lien qui est accessible vers le haut. Oui, aviez-vous une question pour tout de suite ou c'est pour plus tard? Parfait. Parfait. Donc, au niveau là, des programmes et des activités dans les bâtiments, dans les pavillons, c'est ce qu'on retrouve à droite. Donc, pour désalourdir, je vais nommer pavillons 1 et 2, vous m'excuserez, qui sont 1 ici et 2 en bas, les plus gros. Donc, on va utiliser les terrasses en lien avec la placette publique. Ils sont... je
peux même pas dire sous-utilisé, là, pas utilisé présentement. Les rez-de-chaussée de ces pavillons-là qui serviraient à de la diffusion, de l'animation culturelle, des expositions muséales. On a parlé de reconstitution historique d'un espace. Ce serait probablement davantage dans le 1 parce qu'il est mieux conservé. Et au deuxième et troisième étage de ces deux bâtiments-là, soit des bureaux, des espaces créatifs, des petits espaces de rencontre pour les organismes culturels. La serre du pavillon 2 qui se retrouve ici, on va voir une photo un petit peu plus tard qui ferait le lien avec le secteur horticole puis des activités horticoles. Donc, on a nommé que ça serait intéressant de faire. Puis, on a le pavillon 3 ici qui serait voué à un ancrage culturel et artistique. On le voyait moins au départ, puis finalement, c'est avéré que ça a été nommé comme un espace qui serait très intéressant à utiliser pour faire des expositions et des résidences d'artistes à l'étage. En fait, c'est ce qui se fait présentement de façon un peu temporaire, mais le comité d'architecture Jean-Cartier a des résidences d'artistes en haut du pavillon 3. Donc, c'est un pavillon qui semble être très intéressant à utiliser. J'y vais avec des photos qui illustrent tout ça. Donc, on voit ici, c'est lui le pavillon 3. On voit le pavillon 2. Donc, la photo est prise de dos au pavillon 1. Présentement, ça, c'est des stationnements. Mais c'est vraiment... là, on a mis un petit carré vert, là, mais dans cet espace-là, qui pourrait avoir des placettes animées. On a mis des photos d'inspiration qu'on a prises de Sherbrooke parce qu'on est bon dans bien des affaires. Donc, on va prendre des inspirations de chez nous. On comprend qu'au centre-ville, il y avait un thème qui était plus industriel et tout ça. On peut garder un thème qui fonctionne mieux avec le domaine Award, mais l'idée, c'est d'avoir une placette qui est à cet endroit-là. Les flèches pointent vers les aires gazonnées qu'on voyait sur le plan. Donc, on les voit ici. On a trouvé ça intéressant de mettre une photo, en fait, de ce qui se faisait avant, parce que ça a déjà été des lieux à rassemblement. C'est en le salle cache, mais 1927. Oui, c'est ça. En 1927 que cette photo-là a été prise. Donc, on voit ici là, les endroits qui pourraient être davantage utilisés là, pour aller créer vraiment une synergie au milieu du parc entre nos trois bâtiments qui sont magnifiques. Ensuite, dans le cœur, on voyait là tout à l'heure, je montrais que l'accès pouvait se faire par Vimy puis que le stationnement serait davantage là. Ce que ça permet, c'est un point de vue qui est tout autre du parc. Quand on arrive par là, on voit très bien tous les bâtiments. Il y a un espace de stationnement. On voit les serres aussi. Donc, c'est vraiment une entrée qui est moins habituelle de nos jours, mais qui a déjà été, encore une photo, un accès principal au parc via la rue Vimy. Et ce que ça permet aussi, c'est que tranquillement, on découvre le parc. Ça permet de mettre en valeur des éléments qui ne le sont pas, entre autres le caveau. Il y a un caveau à légumes qui est là, qui est super intéressant. C'est dans cette portion aussi qu'il pourrait y avoir un accès là, avec accessibilité universelle pour se rendre vraiment au cœur. Cet accès-là permet aussi de découvrir la serre du pavillon 2. La porte se trouve justement à l'arrière. Donc, on arrive du secteur horticole et on découvre cet espace-là. Donc, on réimagine notre parc, mais un peu vu de l'autre côté. Secteur horticole. Bon, comme je vous mentionnais, à peaufiner. Là, ce qui est là, c'est ce qui est sûr, ce qui est souhaité. Tout peut toujours bouger. Mais donc, la serre victorienne, elle est d'une valeur patrimoniale classée exceptionnelle. Donc, elle reste là. Elle serait donc à côté du point d'accueil, du nouveau point d'accueil principal. On garde jardin, mosaïculture, on met en valeur cette portion-là du parc. Comme je disais, le fait de rentrer de l'autre côté aussi, ça permet une meilleure mise en valeur de ce secteur-là. On y imagine des événements horticoles, des activités éducatives.
Donc, ça, ce sont les éléments du secteur horticole. Et on a mis, en fait, ça, c'est pas une photo d'inspiration, c'est vraiment chez nous. La serre, elle est là. C'est déjà un secteur qui est très, très beau, très, très bien aménagé. Mais qui est peu connu du parc. Puis ici, c'est des inspirations. Donc, la serre du conservatoire à Westmount et le Rose Café à Drummondville, où on peut aller s'asseoir puis prendre un petit café. Et dernière photo pour ce secteur-là. Donc, on parlait du pavillon d'accueil. Donc, on imagine qu'on pourrait remplacer le pavillon qui est actuellement ici, qui n'a pas de valeur patrimoniale, et qu'on pourrait en faire un point d'accueil qui est bien entendu très bien intégré dans le style du parc. Les gens nommaient un style classique et bien intégré. Donc, ça pourrait être à cet endroit-là. Et c'est à cet endroit-là que pourrait être, par exemple, un café ou un espace de restauration, parce que ça a été nommé, mais on parlait d'enjeu, aller mettre un petit café, un petit restaurant dans un bâtiment patrimonial avec les normes du MAPAC, par exemple. Ça peut être difficile. Dans un bâtiment neuf, c'est beaucoup plus facile d'avoir un petit point de service de restauration, là, peu importe la forme que ça prendra. Je continue avec. Est-ce que je suis allée trop vite? Non, on est là. Excusez-moi. Le secteur de la Maison Bleue et de l'étang. Donc, Maison Bleue, ce qui est proposé est pas mal ce qui se fait actuellement. Donc, le rez-de-chaussée de la Maison Bleue sert pour des... bon, il y a déjà des toilettes qui sont là, un local de patineurs. Ça sert pour de l'animation culturelle, entre autres par les organismes qui sont là présentement. Le deuxième étage, ce sont des bureaux d'organismes culturels sur des tout petits espaces. Donc, ce serait la même chose qui resterait à cet endroit-là. En bas, ici, l'idée d'avoir une placette publique polyvalente. C'est déjà fermé si vous y êtes allé l'hiver. Donc, c'est déjà un espace qui est fermé à la circulation et qui pourrait être utilisé à l'année pour différentes activités. Donc, on conserve un accès, mais un accès piéton par la rue Ontario. Et on aménage un peu les abords de la promenade là, pour les rendre utilisables et intéressants à l'année. Donc, il y a une petite photo ici qui montre la section qui pourrait être utilisée là, pour faire une placette animée. On a la photo là, de comment c'est actuellement. Là, les gens peuvent mettre leurs patins et tout ça, mais on serait capable de repenser pour que ça soit aussi fonctionnel, mais bonifié, plus joli. Puis, on a des photos là, d'inspiration qui sont au marché de la gare. Encore une fois, inspiration de chez nous, mais ça peut être aussi simple qu'un foyer, des chaises adirondaques, des endroits pour s'installer pour les gens où il peut y avoir des prestations artistiques comme dans le cadre du festival avec ou des événements comme ceux-là. J'espère que je ne vous étourdis pas. Là. Je vais vite, mais je veux tout couvrir. Ensuite, le boisé, donc le boisé des centenaires qui est préservé, bien entendu. Donc, préservation et mise en valeur. On pourrait entretenir et ou mieux aménager les sentiers. Là, ici, il y a un stationnement actuellement, donc on comprend que le stationnement est reboisé et verdi. On intégrerait un sentier quand même qui mènerait au pavillon 2 et dans lequel il pourrait y avoir un parcours artistique où on a parlé de panneaux d'interprétation ou exposition extérieure, des éléments comme ça. Et on a identifié en orange les terrains de pétanque qu'on conserve, mais on pourrait bonifier là, le mobilier, l'éclairage des terrains de pétanque. La plaine, donc l'espace vert ici.
Il a été nommé dans une très, très grande majorité qu'on souhaitait que ça reste un usage assez libre à l'année, donc pique-nique, jeux libres, glissade. Le drainage serait possiblement évalué, amélioré. Il y avait l'idée d'avoir une petite scène ou gloriette ou structure qui fait le double usage. C'est là qu'il y a, entre autres, il y a une boîte électrique déjà, là, mais c'est naturellement un endroit qui est intéressant là, pour faire des animations, des prestations artistiques. Donc, ce serait l'endroit qui serait ciblé pour ça. Animation ponctuelle, ouais, c'est ça, lors de certains événements. La promenade victorienne, donc c'est un réaménagement, mais il y a quand même plusieurs sentiers là, qui existent déjà. Donc, mais on parle de sentiers qui sont partagés, axés sur les marcheurs à une échelle qui est plus conviviale aux piétons. Là aussi, le long de certains sentiers, il pourrait y avoir des œuvres ou des installations artistiques à ces endroits-là, un parcours éducatif, des panneaux d'interprétation. Donc, on voit les sentiers principaux. On voit ici les sentiers actuels. Donc, l'idée, c'est de ramener ça à une échelle qui est plus chaleureuse, plus petite. Donc, même les endroits où les autos passent, ben, on ne permettrait plus nécessairement le stationnement de chaque côté. Ça n'a pas besoin d'être si grand comme espace. Des sentiers qui seraient réservés uniquement aux piétons, on les ramène aussi à une échelle qui est intéressante là, pour les promeneurs et on minimise un peu l'utilisation de la voiture dans ces espaces-là. Je les ai nommés quelques fois, là, mais donc les stationnements qui seraient conservés seraient le stationnement qui est situé ici, avec bien entendu un accès vers le cœur. Le grand stationnement qui est déjà ici, qu'on souhaiterait verdir. Il y a une photo d'inspiration tout de suite après. Donc, pour l'automobile, ce qu'on garderait, c'est uniquement là, les lignes qui sont en bleu ici, là, en bas et en haut, qui seraient les seuls accès aux véhicules, donc qui amènent au stationnement. Mais on conserve quand même des voies pour urgence, livraison, accès handicapés, personnes handicapées, qu'on pourrait ouvrir pendant les événements spéciaux. Un peu pour ceux qui connaissent, comme il y a au Parc Jacques-Cartier, là, des accès là, qui servent juste dans certains cas. Même chose pour ici, là, il y aurait possibilité de passer avec les véhicules d'urgence, mais ce ne sont pas des voies de circulation officielles pour les automobiles. Et les stationnements, bien, on imagine des stationnements plus verts. C'est une photo, d'après moi, c'était à l'automne. La pelouse n'était pas faite. Non, mais c'était volontairement. On a mis beaucoup de verdure. On trouvait ça intéressant là, d'aller verdir ces espaces-là pour pas que ça reste un grand carré là, minéralisé. Croyez-le ou non, je suis à la fin. J'ai remis le plan pour que vous l'ayez en tête. Si vous avez des questions, vous voulez pointer, si vous préférez que j'arrête le partage pour qu'on voit les visages de ceux qui parlent, je peux le faire aussi. Ou je laisse ça à l'écran. Parfait. Donc, voilà. Bien, merci. Je suis sûre là, que, comme moi, mes collègues ont adoré la présentation et ils sauront le dire de toute façon, mais j'ai beaucoup, beaucoup de questions, commentaires. Je me suis gardée le droit de parole en premier. C'est rare. Habituellement, je laisse parler mes collègues avant. Mais là, je me suis dit, au pire, tu sais, je vais en faire un bout, je vais le laisser. Bref. J'ai beaucoup de questions sur la diapo numéro 11, fait qu'à la limite, vous pouvez commencer peut-être par ça. Au départ, j'ai été quand même surpris de voir que vous aviez déjà tout tagué les utilisations. La première lecture, puis là, après ça, je me suis dit, ben oui, ça fait du sens, mais reste qu'au début, je ne pensais pas que vous arriviez avec déjà l'occupation des lieux. Mais somme toute, c'est vrai que ça reflète super bien là, les consultations. Pour y avoir assisté à quelques-unes, là, c'est vrai que c'est ce qu'on entendait. Fait que ça reflète vraiment là, ce que moi j'ai entendu les fois que j'étais là, en tout cas.
Par contre, c'est ça, quelques questions. On parle là qu'en 2024, la résidence d'artiste était au sous-sol euh, du. Là, j'ai oublié d'écrire le pavillon, excusez, mais je pense que c'était le pavillon 1 qui est écrit, la pavillon. Attendez un petit peu. La résidence d'artiste, elle était au pavillon. Ça, c'est pas la situation actuelle, là. C'est ce qui est. Moi, je l'ai Ben, nommé. en fait, oui, mais c'est ça. Ben, c'est que moi, j'ai vu que la résidence d'artiste était au sous-sol. Puis là, j'ai marqué ça a été quoi le constat si les gens avaient aimé ou pas. Puis pourquoi ne pas le répéter? Parce que ça semblait que vous la mettiez ailleurs. Tu sais, je voulais juste comprendre la différence entre ce qui avait été fait l'année passée puis ce qui était présenté pour le futur. Euh, Puis là, dans le fond, vous aviez dit que ça serait au pavillon 3, deuxième étage, Oui, là, cette année. là présentement. En fait, au départ, on avait mis des résidences d'artistes parce qu'on souhaitait occuper de façon temporaire les pavillons en attendant que le plan soit prêt. Parce qu'on ne voulait pas que les pavillons soient vides, éviter le vandalisme, Oui. méfait, tout ça. Donc, on avait mis le comité art culture Jacques-Cartier, pouvait utiliser le rez-de-chaussée pour des rencontres et les étages pour des résidences d'artistes. Quand on a dû fermer le portail pour des raisons de sécurité, on les a relocalisés dans le pavillon 3, qui se trouve à être ce qu'on appelle des fois le garage, là, ici. Mais ils sont très bien. Ils sont non, bien mais c'est correct. installés. Ouais. Mais quand je l'ai lu, c'était comme si c'était pas la même place, là. Fait que c'est moi que quand il a lu, j'ai du mal interpréter les choses. Puis je me demandais, parce que là, on parle de l'accueil dans le nouveau bâtiment, là, en haut, le volet horticole. Puis, tu sais, moi, je me dis, je ne sais pas dans quel délai qu'on va pouvoir construire un nouveau bâtiment avec toutes les obligations qu'on a pour les autres infrastructures à la ville. Fait que je me disais, avez-vous analysé que l'accueil soit au rez-de-chaussée du pavillon 3, justement, parce que vous allez avoir le stationnement, puis il va y avoir, vous dites, là, un accès vers les 3 bâtiments. Donc, le bâtiment 3 sera le premier. Donc, cette analyse-là, elle a-tu été faite? Parce que c'est au rez-de-chaussée. En tout cas, moi, je me demandais juste si c'est une possibilité, considérant qu'on n'aura peut-être pas l'argent de construire un nouveau bâtiment. Ben, ça pourrait être une solution temporaire en attendant. Exact. Tout à fait, absolument. OK. Et on parlait, ben, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans la section 11, là, mais on parle du caveau. Puis dernièrement, tu sais, on a les Amis de la Terre qui sont venus nous voir, qui cherchaient une place pour deux sujets, le caveau, ça par rapport. Les Amis de la Terre sont venus nous voir parce qu'ils cherchaient une place pour faire le semis. Et je me disais, la serre étant tellement grande que est-ce que ça serait une possibilité que dans un bout de la serre, que ça serait accordé aux Amis de la Terre pour faire leur semis, exemple. Et pour le caveau, parce que c'est là que je m'en vais, je n'ai pas vu qu'il y avait d'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un caveau, mais moi, j'ai fait des petites recherches, puis il y a des municipalités en Gaspésie qui avaient un vieux caveau patrimonial et ils ont fait un caveau communautaire où ce que les jardins communautaires ou ces choses-là pouvaient entreposer le légume là durant durant une partie de l'année, ben, l'automne et tout. Là. Fait que, en tout cas, je m'étais dit, gardez ça en tête. C'était un caveau à légumes rassembleur pour la communauté de Maria, c'est dans la Gaspésie. Mais j'ai le lien, je pourrais vous l'envoyer. Euh, Dans les diapositives, vous avez mis des illustrations, vous avez appelé ça euh, d'inspiration. Honnêtement, là, ça me perturbe un peu. Dans le sens parce que moi, quand je vois l'inspiration de ce qui s'est fait au centre-ville puis au marché de la gare, là, j'espère que ça ne sera pas ça l'inspiration pour. Vous l'avez dit, là, mais c'est pas l'inspiration. Que ça soit une inspiration, là. Parce que... ouais, c'est l'inspiration dans le sens de on est capable de créer dans un espace asphalté une placette. Oui, je comprends. Mais même avoir des photos, là, j'en ai pas trouvé, mais de Frima là, en avant de l'hôtel de ville il y a 2-3 ans, c'était magnifique. Okay. Mais en tout cas, moi, ça m'avait comme ça va clasher un peu. Dans un espace minéralisé, mais c'est pas l'inspiration sur la thématique. J'espère, merci. J'ai adoré quand même, à la page 18, l'idée du café
dans la salle victorienne. Ça a été mon coup de cœur, j'avoue, de la présentation, parce que je me souvenais justement que les gens disaient on aimerait ça avoir un café, on aimerait ça avoir un café, mais j'entendais aussi les gens dire oui, mais on ne peut pas le faire à l'intérieur parce que ça va dénaturer le bâtiment, puis c'est patrimonial, il ne faut pas défaire ça. Fait que je trouve que cette idée-là est géniale. Probablement 3 saisons. Là. Je ne doute pas qu'on puisse faire ça à moins 40 l'hiver, mais en tout cas, sur une période de l'année, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et ben, il me reste une question. Puis mon dernier commentaire, c'est 27 en lien avec l'avertissement des stationnements. Je comprends l'idée parce qu'on l'a entendu, mais ma préoccupation, c'est de dire si on veut amener de l'animation, des visites, du tourisme, ben, j'espère qu'avant de fermer tous les espaces de stationnement, on va s'assurer qu'il y en aura assez pour le futur pour pas ensuite redéfaire les aménagements qui ont été faits, là, parce que je comprends le principe, mais en même temps, je vois mal que les gens, l'hiver, exemple, se stationnent partout le long de Vimy et de Ontario, je pense, qui est l'autre côté, pour venir faire des activités là. Fait que c'est juste ça de dire, ben oui, effectivement, ça fait des beaux stationnements, puis c'est concept avec le lieu, mais pas tout enlever avant de savoir ce qui va être fait parce qu'on ne sait pas encore. Dans le fond, on va aller en appel à projet. Fait qu'il y aura éventuellement un organisme un ou des organismes qui va mettre en place une programmation X. Puis il faut toujours bien que les gens aient de la place à se stationner, en plus des organismes communautaires qui sont là et qui seront là pour leur activité courante. Mais allez-y, madame. À votre tour à répondre avec. Non, mais je voulais juste faire du pouce sur la notion de placette. Puis ce qui a été illustré, en fait, c'est de voir vraiment l'occupation de ce secteur-là du cœur et proche de la Maison Bleue dans des aménagements qui pourraient être faits de façon éphémère, parce que c'est un peu ça aussi au centre-ville, où c'est des aménagements éphémères qui confirment une vocation projetée ou qu'on aménage de façon plus formelle par la suite. Donc, c'est une façon de tester les espaces aussi. Puis c'est pour ça qu'il y a les images d'inspiration. Oui, là, c'est avec une autre thématique, mais d'avoir possiblement dans un phasage, parce qu'on ne fera pas tout en même temps, ça c'est sûr, dans un phasage des différents lieux, puis de peut-être aménager ces endroits-là de façon éphémère pour les rendre permanentes de façon plus formelle, puis avec une esthétique aussi avec le lieu. Là. Donc, je voulais juste apporter la distinction. J'en doutais pas, mais je n'étais pas capable de ne pas le dire que ça faisait pas de sens quand on parle d'inspiration de ce qui s'est fait au centre-ville, puis de mettre ça là, mais je comprends que. Mais sinon, avez-vous. Ben là, de toute façon, vous avez pris mes questions, puis j'aurai peut-être des retours sur certaines, mais il y en a que c'était juste des idées, des pistes, puis pour la cave à légumes, je vous enverrai. Mais sinon, est-ce que mes collègues ont des questions, commentaires? Est-ce que je peux juste me Oui. permettre de répondre à ce que vous avez dit là, dès le départ, qu'on ne pensait pas d'avoir toutes les activités et tout ça? Ça reste encore très, très large. Là, quand on parle des rez-de-chaussée, des pavillons 1 et 2, on nomme exposition, visite, atelier. On nomme encore une bonne liste des possibles, mais ce n'est pas défini encore. Puis pour ça, là, je fais un petit saut dans le sommaire décisionnel, mais on parlait aussi là, dans les étapes subséquentes, justement, en fait, on a en même l'entente EDC qui est passée avant hier au conseil municipal. Ben, il y a des sous qui sont prévus pour des activités de mise en valeur du patrimoine. Puis déjà, on va pouvoir confier à des organismes certaines animations, puis ils vont pouvoir proposer des choses aussi qui sont à leur couleur. On veut que ça soit, que ça réponde vraiment aux objectifs du plan directeur, mais que ça soit assez ouvert pour que justement les organismes puissent alimenter et collaborer à ça. Donc, c'est encore large. Ce n'est pas chaque activité, mais ça commence à être une idée générale de ce qui pourrait se faire dans les pavillons. Exact. Mais comme je disais, ça reflète beaucoup ce qui a été dit parce que tout le monde voulait que les pavillons soient ouverts à la population, ce qui n'a pas été le cas depuis des années. Fait qu'autant aller visiter qu'aller en profiter dans différentes activités. Puis effectivement, le rez-de-chaussée, c'était le meilleur parce que la complication, c'était de faire monter en accessibilité au 2e, 3e étage. Ça défaisait un petit peu les bâtiments puis le côté patrimonial. Là. Donc, collègues. Ah, excusez, j'avais checké tantôt, je ne l'avais pas vu. Allez-y, M. Geng. Merci, Madame la professeure.
Ben, merci de la présentation. C'est toujours agréable de voir le domaine Howard sous plusieurs aspects. Quelques questions et quelques remarques. À la page 9 de la présentation, on voit, le fameux, la promenade victorienne, qui se veut peut-être plus, bon, on parlait peut-être d'un sentier artistique ou quoi que ce soit. Moi, il y a une partie de sentier au domaine Howard que j'affectionne plus particulièrement, c'est celle qui est au nord de l'étang, qui est tout près entre la rue de l'Ontario et qui mène euh, entre le pavillon 2 et 3, là, exact. Ça, là, c'est un beau petit sentier-là, qui est quasiment naturel. Donc, j'aimerais peut-être ça le voir dans un sentier quelconque, là, officiel. Euh, dans la même, moi, je vais l'appeler l'acétate. Le point d'accueil principal, c'est une bonne idée de le mettre là, mais au niveau de la connectivité, par rapport au reste du parc, il faudra juste s'assurer, si on fait ça, que ça soit facile là, se rendre à une des promenades victoriennes et qu'on ait un accès là, relativement facile. On ne veut pas que les gens fassent le tour puis reviennent par l'entrée. Je vais l'appeler l'entrée principale de l'époque, là. Euh, à la page 12, ben, j'étais un petit peu. On ne s'est pas parlé, Madame la Présidente et moi, mais quand j'ai vu la placette, ben là, je dis, oups, je comprends. C'est juste que moi, je voyais une placette champêtre ou une placette. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais juste pas capable de me superviser. Donc, ça, Imaginez, là. d'imaginer, c'est ça. Imaginez, on est au 19e siècle, C'est ça, voilà. avec des motifs là, très reposants, apaisants, des couleurs apaisantes. On est dans l'art nouveau, patrimoine. Mais je trouve que c'est une très bonne idée d'officialiser cet endroit-là comme une placette. On le voit lors des rendez-vous d'Howard. D'ailleurs, on salue Mme Gauvin, qui est dans la salle ici des rendez-vous. Euh, on le voit, c'est une placette naturelle, là, avec l'animation, food truck et compagnie, là. Vous avez vraiment bien ciblé, et les gens aussi, probablement, qui ont répondu au sondage, ont vraiment bien ciblé la placette centrale du domaine Howard en ce qui me concerne. Il restait deux petites interventions, si vous permettez, Madame la Présidente. Page 24. J'ai juste pris page 24 en note, mais je n'ai pas pris de note. Ça m'intrigue. Il doit y avoir quelque chose qui me fatigue, là. Ah, ben, OK. Ça revient à mon petit sentier, là. Ça revient au petit sentier. Et puis la gloriette pour de l'animation, spectacle aussi, ça fait partie du sondage, hein. C'est les gens, ça, c'est venu des gens. Ça, c'est intéressant. Je n'ai pas obligé de. Ça vient pas de M. Jacques, ce coup-là. C'est le fun. Et la dernière question, remarque ou quelque chose sur lequel on devra se pencher à la page 25. Quand on voit le sentier asphalté et quand on voit le sentier à la droite, qui est bon, qui est quasiment poétique là, avec l'hiver et tout. Je me dis, ça serait peut-être aussi le temps de voir si on n'enlève pas l'asphalte de tout le domaine Howard, rendu là. Parce que on parle d'imperméabilité du sol et tout. Ça pourrait être un bel exemple qu'on pourrait donner. Ça coûterait moins cher d'asphalte. Moi, j'ai des petits coins de rue qui pourraient bénéficier de ça dans mon district. Je suis le seul. Et puis, mais il faudra quand même, j'aimerais ça qu'on parle de cet aspect-là, parce que c'est quand même, à partir de la rue Portland, l'entrée principale a toujours été asphaltée.
C'est une question à se poser. Je n'ai pas de réponse, mais Madame Bourgeois va vous répondre. voilà, merci. J'ai peut-être une réponse. Si on va être en mesure de l'entretenir l'hiver, c'est sûr que quand c'est asphalté, pour nous, avec la machinerie, c'est beaucoup plus facile. Fait qu'il y a cet enjeu-là, on pourra voir, mais il y a cet enjeu-là qui est à prendre en considération aussi. Parfait. Donc, j'ai M. Charon en ligne. Peut-être qu'effectivement, on pourrait enlever la la diapositive. La présentation PowerPoint, l'acétate. Ben, là, mon collègue. Vous voulez pas passer les membres à l'avant, Ben, Madame la vous étiez Présidente? là. On va tout passer pareil, là. Fait que je vais y aller en ordre. Ça me Ben, dérange pas. je vais appuyer le premier point que vous avez amené, Madame la Présidente, notre capacité de réaliser, parce qu'on sait que rénover des bâtiments comme ça, il faut que tu respectes le patrimoine, il faut que tu respectes les normes, ça fait qu'il y a de l'argent à mettre là. Donc, j'écoute la présentation qui est une super belle présentation, une belle première ébauche, en fait. Ça nous permet de faire une visualisation. Puis, par exemple, vous avez mentionné un espace restaurant, ben, je pense qu'il y a moyen peut-être de rentabiliser, malgré que la restauration, c'est un domaine difficile. Ça dépend quelle avenue qu'on prend. Là. Mais ça me permet de penser qu'on va peut-être essayer de rentabiliser certaines actions qu'on fait. Parce que tu regardes comme je compare, je ne peux pas m'empêcher de le comparer au musée Upland, où on a des activités, puis oui, on rentabilise, on a vraiment des activités qui sont assez populaires, puis ça vaut à peine. Donc ça, c'est un avenue que j'aime bien. Puis j'écoute, il y a des espaces réservés pour les organismes, je ne sais pas si ça va être comme ça dans le futur, mais je ne sais pas c'est quoi la rentabilité de tout ça, mais en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire pour aussi générer des revenus. C'est l'aspect que je me questionne. Tu as mentionné les stationnements. Les stationnements, ça aussi, je suis d'accord avec M. Jang. Il faudrait évaluer les besoins. C'est-tu M. Jang qui les dit ou c'est toi, Nancy, je pense? C'est toi. Hein? Ouais, parce que oui, s'il y a des activités là, on va peut-être avoir besoin de stationnement. Donc, c'est vraiment quelque chose à évaluer avant qu'on commence à prendre des actions. Mais verdir de la façon qui a été présentée, je pense que c'est très bien. L'autre aspect que je pensais présenter, c'est est-ce que quelque chose comme l'hôtellerie serait considéré? Parce que ça, il y a de la rentabilité là-dedans. Donc, c'est un petit peu. Puis, si je regarde la synergie qu'il y aurait à un site comme ça, où ce que c'est que ça générerait justement des nuitées sur l'emplacement. Donc, je pense qu'il y a de quoi vraiment explorer tant qu'à moi. Là. Que je parle avec mon chapeau d'entrepreneur, excusez. Puis la dernière question que j'avais, c'est concernant notre rendez-vous d'Howard. À ce point-ci, j'imagine qu'ils sont pour consulter encore. C'est nous autres qui avons la première présentation. Est-ce qu'ils sont impliqués ou sont assis où, eux autres, avec cette approche qu'on prend en ce moment? Je vais répondre aux deux dernières questions, si ça va. Au niveau de l'hôtellerie, oui, ça a été évalué, mais ça a été exclu là, par rapport aux contraintes de conservation du patrimoine, coût possible, et par rapport à la configuration des espaces actuels. Donc, ça a été réfléchi, mais c'est volontairement pas dans la proposition actuelle. C'est à cause des normes? C'est à cause des normes que c'est mis de côté? Oui, à cause de la configuration des bâtiments aussi présentement, à cause des normes, normes de conservation du patrimoine, normes de la régie du bâtiment et toute autre contrainte que ça amènerait pour amener même des résidences d'artistes avec coucher. C'est assez compliqué et potentiellement très, très coûteux à mettre en place. Ouais. Les rendez-vous d'Howard ont fait partie des groupes de consultation plus restreintes. Donc, tous les organismes qui étaient touchés là, de près ou organisations qui étaient touchées de près ont eu 3 demi-journées là, de consultation. Ben, pas juste consultation, là, mais ateliers de travail avec nous. Ils ont été impliqués là-dedans. Puis là, c'est vraiment un travail de synthèse, c'est ça qui vous est présenté, mais ils ont été impliqués là, en amont.
Mais au sujet de mon premier commentaire, moi je regarde la rentabilité, là, puis à quelque part, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va falloir travailler ça parce que fournir de l'argent pour le projet, ça va être tout un défi, comme Mme la Présidente a mentionné. Merci. Merci, M. Charon. La personne suivante, c'est Mme Godbout, en ligne. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai le goût de vous dire d'emblée que, un, ça serait le fun que l'argent pousse dans les arbres et deux, que d'un coup de baguette magique, on puisse mettre ça en œuvre très rapidement. Là. C'est très rafraîchissant là, de voir un projet comme celui-là. Moi, ça m'emballe quand même. Là. On voit là, que le domaine a énormément de potentiel. Peut-être d'emblée, je vais peut-être là, partager quelques questions, réflexions. Je me questionnais entre autres sur l'état du bâtiment à démolir, à savoir est-ce que il est vraiment pas utilisable ou s'il y a quelque chose de potable à faire. En termes là, d'accueil, là, techniquement, ça prend pas beaucoup de place, là, une place d'accueil, mais en tout cas, ça, c'est ma question, ou s'il est vraiment pas utilisable, dangereux, puis qu'il faut le démolir. Maintenant, je me questionnais aussi sur la serre qui est à démolir. Vous avez comme pas vraiment mentionné rien là, par rapport à ça. Est-ce que c'est toujours dans les plans? Puis avec cet espace-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Vous n'êtes pas allé là tout à fait. Ensuite, moi, j'aurais aimé aussi. Moi, j'aime vraiment beaucoup les jardins réinventés là, à Brompton. C'est sûr qu'on souhaite un peu de mosaïculture, mais des espaces vraiment d'exposition d'artistes extérieurs. On dirait que j'aurais aimé ça peut-être en voir un petit peu plus, là, le sentir, là, à tout le moins. Ensuite, les espaces de spectacle. La placette, on dirait de la façon, en tout cas, c'est sûr que par rapport aux images que vous avez présentées, on ne voit pas tout à fait que ça pourrait être un espace de spectacle. Là, là on voit des chaises adirondaques pour se reposer, mais peut-être c'est un petit peu manquant. Là. Peut-être la gloriette, là, oui, c'est une bonne idée. C'est un peu loin. Moi, la photo que de l'ancien temps avec un rassemblement en avant, là, je ne sais pas si c'est venu me chercher. Je trouvais ça beau. C'est vrai qu'on a le goût de recréer ça. Et finalement, avant-dernière chose, vous avez parlé là, du volet 4 saisons. Vous avez mis une ligne là-dessus, mais vous n'avez pas beaucoup élaboré dans le plan concept. Mais je tiens à rappeler que les temps, on a voulu à Destination Sherbrooke à l'époque d'en faire un espace féerique, là, mais je pense qu'on aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin là, pour l'aspect hivernal, là, de sentir que ça va être 4 saisons, tout ça. Là, j'avais de la misère à le voir, mais je trouvais l'idée intéressante. Là, ça serait exploité davantage. Puis, l'autre chose, là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, à savoir un peu, est-ce que vous avez commencé à évaluer financièrement là, les investissements par rapport à ça, puis la suite des choses? C'est beaucoup de questions, je suis désolée. Je vais commencer avec les questions auxquelles je peux répondre. Ce qui est des commentaires, là, c'est vraiment tout noté. Puis je vais faire ricochet là, pour les serres à nos collègues qui sont ici. Donc, pour l'état du bâtiment, là, on parle de celui qu'on vise à remplacer pour le pavillon d'accueil, j'imagine. Oui. Donc, lui, non, effectivement, il serait pas récupérable. Donc, on proposait de remplacer là, par un bâtiment, un nouveau bâtiment. Je pense, jardin. En attendant qu'il soit nouveau, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose à l'intérieur? Ou c'est pas sécuritaire? C'est pas sécuritaire et insalubre. Okay. On a sorti l'organisme qui était là exprès parce qu'il ne pouvait plus être là. Fait qu'on ne peut pas en faire un nouveau local.
Non, OK. c'est vraiment pas du tout utilisable, même en attendant. Pour ce qui est de la placette, en fait, c'est on parle plus d'animation là, pour la placette. Ce qui est davantage spectacle serait effectivement ou la gloriette ou la petite scène. Pour les 4 saisons, c'est noté. C'est vrai que dans la présentation, on n'en parle pas beaucoup. On voulait par contre quand même laisser la place à l'organisme ou les organismes qui travailleront avec nous pour développer leurs propres idées. Mais quand même, là, c'est bien noté. Et non, on n'est pas rendu à l'étape du financement encore. Là. C'est vraiment une étape qui est intermédiaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des serres, mais je ne sais pas si vous étiez là au tout début de la présentation, là, mais ce qu'on a mentionné, c'est que c'est ça, là, on est en attente de certaines évaluations. Là, donc, je laisserai la parole là, à nos collègues. Là, je les pointe, mais vous ne les voyez pas, là, mais à nos collègues des parcs là, qui sont venus ici, qui pourront peut-être répondre davantage. Oui. Au niveau des serres, la démolition, je vais peut-être laisser Valériane savoir où est rendu le dossier de la démolition exactement. Je vais laisser peut-être Valériane préciser si elle a des précisions. Non, pas de précision. Donc, voilà pour ce bout-là. Au niveau de ce qui concerne, au niveau de la production, là, parce qu'en ce moment, c'est sûr qu'on fait de la production dans les serres. On a dû en couper une partie puisqu'il y en a une qui n'était pas utilisable. Ça va être encore le même principe cette année. Par contre, on est en train de mener des études en parallèle aussi à savoir est-ce que la production, on devrait la faire encore au domaine Award ou on devrait construire d'autres types de serres et aller plus vers vraiment de la production de masse, on va le dire comme ça. C'est ce qu'on est en train d'évaluer présentement. Donc, on va vous présenter un dossier, je vais dire sous peu, pas sous peu, là, mais dans les prochains mois, en fait, qui va vous être présenté pour qu'on soit en mesure de prendre une décision à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la production horticole. Je ne sais pas si ça répond, Mme Godbout, à votre question. Oui et non, en partie, là, mais je ne sais pas si ça répond. Oui, en fait, là, je comprends que je dois patienter, mais je suis habituée, là, fait que... Mais j'ai pas eu de réponse par rapport aux espaces d'exposition d'artistes extérieurs. En fait, c'était comme un commentaire. Fait que Mme Tremblay, elle a dit qu'elle avait pris en note les OK, différentes OK. suggestions et tout. Elle répondait, OK. mais ça, c'est OK. ce que j'en comprends, c'est plus comme un souhait ou un commentaire. Fait que Ouais, elle OK. prend note. Puis j'apporterai peut-être une précision aussi là, dans le plan préliminaire qui a été présenté par Mme Tremblay, en fait. Il faut prendre en considération aussi les scénarios à savoir si on maintient de la production au domaine Award ou pas. Fait que peut-être que l'aménagement là, pourrait être changé. Donc, dans le plan qui vous a été présenté de façon préliminaire, c'est qu'on calculait que la production n'était pas au domaine Award, de mémoire. En fait, on n'en a pas tenu compte. On ne voulait pas présenter quelque chose avec Parfait. ABC. Là, donc, OK. On sait que la serre victorienne reste là. On propose un point de service, mais on n'a pas parlé encore. Excellent. Parfait, merci. J'avais d'autres questions, mais je vais laisser les collègues. Puis aussi, je voulais juste en terminant pour vrai, excusez-moi, Madame la Présidente, mais par rapport à la subvention qu'on a, qu'on a déposée là, au ministère cette semaine, là, j'avais partagé aux collègues. Moi, je trouvais qu'on était beaucoup éparpillés. J'étais contente de voir qu'il y avait quelque chose pour le domaine Howard, mais j'en aurais mis tellement plus parce que je pense que c'est vraiment une de nos priorités. Là. Madame Belrose. Merci. Oui, moi aussi, la production, je ne la voyais pas du tout dans les dessins parce que sinon, dans les plans plutôt, parce que si on pense juste aux camions, les véhicules qui doivent circuler, là, on n'est plus du tout dans des sentiers multi. Oui, exactement. Moi, j'ai adoré la première chose, là, le concept global, un cœur vibrant dans un cadre verdoyant. Je trouve que ça représentait tout à fait ce qu'on souhaite et ce qu'on a entendu de la population. J'ai trouvé j'avais pas l'impression qu'on voulait en mettre trop.
mais qu'on voulait conserver l'esprit. Fait que ça faisait bien mon affaire. Puis c'est aussi ce que j'ai, tu sais, dans les consultations, les gens, ils étaient très conservateurs, tu sais, puis ça m'a surpris parce que je me disais, peut-être qu'ils vont en vouloir plein de choses, mais non, c'était vraiment, on aime le lieu, on veut conserver le plus possible l'esprit des lieux, donc pas en ajouter trop. J'ai aussi eu le coup de cœur pour les images d'inspiration sur les serres, là, le coin détente, café, etc. Je pense qu'il y a un beau potentiel là, d'appropriation puis de rendre ça accessible pour tout le monde, là. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Puis le café, oui, on l'a entendu beaucoup. On veut un petit café, on veut, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là ni pour dîner, là, mais il n'y a rien finalement. Fait que il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Donc oui, c'est ça. On a vraiment besoin d'un endroit pour luncher, prendre un café, pour vivre les lieux. Moi aussi, tu sais, rez-de-chaussée, terrasse, grand public. Je me demandais pourquoi on avait mis décor, on avait écarté l'aspect hébergement parce que je trouvais intéressant d'habiter les lieux, pas seulement de jour, mais aussi de nuit, etc. Puis que ça soit plus permanent, en tout cas. Mais là, je comprends qu'il y a beaucoup d'enjeux. Puis, je me posais la question, tu sais, par rapport, mettons, au monastère des Augustines. Puis là, je me suis dit peut-être que c'est l'aspect, tu sais, quand il y a des grandes pensions, tu sais, les unités sont déjà, c'est comme peut-être plus rentable parce qu'on voit déjà les chambres là, versus l'espace qu'on a qui serait peut-être moins rentable, c'est peut-être en termes de nombre d'unités, là. C'est ça, c'est surprenamment pas si grand tout en étant C'est ça. grand, là, mais Mais quand on y va, on a l'impression, c'est ça, qu'il y a beaucoup d'espace de bureau, puis que, tu sais, moi, je voyais plusieurs chambres, mais je comprends que c'est peut-être pas rentable de mettre notre attention là-dessus. Dommage, parce que je trouvais intéressant d'habiter les lieux plus longtemps. Ensuite, je voulais te dire merci pour les photos d'époque. Moi, ça m'a fait penser que je trouve ça le fun tu sais, côté animation, qu'on reproduise des événements d'époque. Oui, les rendez-vous d'Howard, mais plus encore, tu sais, à travers les saisons. Euh, je me rappelle à Québec, ils faisaient les balades fantômes, là, mais c'était tellement extraordinaire. Là. Tu sais, c'était des personnages d'époque, mais là, c'était des personnages, bon, des meurtriers, là, mais parce que c'était pour l'Halloween, là, fait qu'il fallait que ça fasse peur. Mais je trouve qu'il y a vraiment un potentiel d'animation historique, époque, à travers les saisons. C'est ça que, en tout cas, mais ça, on laissera aux gens qui vont vouloir animer le lieu, là, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Puis oui, il y avait un clash avec les images de Placette là, et le style du lieu. Puis le dernier commentaire que je vais te dire, c'est petite scène. Moi, je vois vraiment un lien avec, puis je pense que je l'ai nommé aussi les dernières fois, un lien avec l'école Montcalm, la vocation musicale. C'est à 1,5 km. Puis, ça serait bien que les élèves soient consultés, tu sais, puis que les enseignants aussi, comme comment ils pourraient s'approprier ce lieu-là. Tu sais, moi, ma fille, elle a fait toute la vocation musicale du primaire jusqu'au secondaire, puis ils n'ont pas beaucoup de lieux pour faire des performances live, publiques, etc. Puis ben, je pense que tu es moins appelé quand tu es aux études secondaires. Fait que ça pourrait être le fun qu'il y ait une appropriation du milieu, comme c'est tout proche, puis qu'ils soient aussi consultés pour la mise en œuvre, puis que je ne sais pas, qu'il y ait un petit rappel avec l'école et ce coin-là. Puis je me disais, même chose pour si on est dans un projet de déminéralisation du stationnement, verdissement. C'est comme ça qu'on l'a fait à la cigarerie, le stationnement. On a interpellé les jeunes de la Maison des jeunes à côté. Fait que, tu sais, ça peut être le fun de les impliquer dans la démarche pour qu'aussi il y ait appropriation du milieu. Fait que c'était mon commentaire. Puis comme c'est à côté, ben, il y a une opportunité là. Mais sinon, très beau, très belle présentation. Merci, Mme Belle-Rose. Monsieur Liret-Janina? Oui, moi, je crois qu'il est essentiel que peu importe la place du privé là-dedans, je pense que la population a été claire. Il faut que ça reste un lieu qui est public, qui est accessible. C'est pas quelque chose qu'on veut privatiser. Voilà. C'est quelque chose que je voulais nommer. Alors, intéressant tout de même cette idée d'un café dans une serre, toujours très intéressant. Parce que moi, je trouvais évidemment, ça résonne avec ce que mes collègues ont dit par rapport à la production horticole. On ne pourra pas faire les deux, ou en tout cas, ça me semble difficile d'envisager de faire ces deux usages-là en même temps.
Puis, ce qui fait la marque du domaine Howard, c'est justement, si je vous encourage à aller sur Google Images, vous allez tomber sur énormément d'images de mosaïculture, énormément d'images d'ornementation. Donc, ça, pour moi, il faut que ça reste partie de l'identité. Je pense que ça a été quand même bien respecté puis bien nommé dans le document, mais il y a peut-être quelque chose à aller raffiner là-dedans. Puis il me semble que ça faisait partie aussi de ce que j'avais entendu parler dans les consultations. Au début, je regardais ça et j'étais comme, mais c'est 5 placettes au fond. Et ça m'a pris un certain temps avant de dire, non, 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 il y a 2 placettes et différents autres espaces de rencontres, etc. Alors, très intéressant. Moi, je trouve ça toujours le fun de valoriser la culture, valoriser les arts vivants, valoriser les arts plastiques aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'à l'extérieur, quand on n'a pas, comme la plupart de nos centres, d'arrondissement, de nos centres culturels d'arrondissement, la plupart font des expositions pendant le jour et puis ben, le soir, on fait des spectacles. Donc, pour moi, je ne vois pas de clash là. Il faut juste, effectivement, peut-être que c'est des espaces qu'il faut vraiment penser multifonction. C'est une fonction l'été, une fonction l'hiver, une fonction le jour, une fonction le soir, etc. Puis café, ben, ça peut être lieu de rencontre aussi le soir, ma foi. En tout cas, il y a des beaux potentiels là-dedans. C'est une super de belle présentation, encore une fois, très complète. Moi, je voyais aussi la résonance avec le milieu aussi là-dedans, donc très, très, très chouette. Voilà, je pense que ça fait le tour de mes notes. Voilà, merci. Merci, M. Lirégina. Vous voyez, ça a soulevé de l'intérêt et les passions des gens. Fait que je vous remercie de la présentation cet après-midi. Fait qu'on va se revoir lorsqu'il y aura quelque chose de plus officiel, peut-être. Merci à vous. Donc, on doit passer au prochain dossier, dans le fond, qui est le dépôt du compte-rendu de l'Assemblée annuelle de la Commission. Donc, on en avait parlé la dernière fois, mais là, c'est comme pour faire le dépôt. Donc, est-ce que vous aviez quelque chose de particulier à dire ou, dans le fond, on est juste d'accord avec le dépôt? Et en second lieu, il y a le plan d'action. Donc, le plan d'action, on en avait parlé la dernière fois. Cependant, nous avons ajouté un point qui est de recommander le plan d'action découlant de l'adoption de la politique du sport et de l'activité physique et du plein air. Donc, ça, on doit adopter, d'en faire une recommandation ici. Puis, je dois lire Ah oui, vous pouvez la partager. Merci aussi, mesdames, de votre présence. Donc, les actions pour la prochaine année, on voulait terminer d'établir la stratégie pour améliorer l'offre en loisirs et des mécanismes d'accompagnement aux organismes. On avait recommandé le plan directeur du domaine Howard, vocation culturelle, touristique et patrimoniale. On avait de déterminer les actions prioritaires en lien avec le plan de développement des bibliothèques. Et puis, ce qu'on a rajouté, là, que je vous avais envoyé par courriel, c'était de recommander le plan d'action découlant de l'adoption de la politique du sport et de l'activité physique, puisque finalement, on va le voir plus tard, là, le mois prochain, je pense, si je ne me trompe pas. En mars, hein, monsieur? Fait qu'on voulait juste être sûr que ça soit inclus dans le plan d'action, puisque au lieu de l'avoir eu en février, on l'a en mars. Fait que c'est cela. Et je dois dire, dans le fond, c'était considérant les différentes conformités au règlement, on veut recommander que le compte-rendu de l'Assemblée annuelle de la Commission de la culture, des loisirs, du sport et du plein air du 19 septembre, annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit déposé. On veut que soit recommandé au comité exécutif et au conseil municipal d'approuver le dit compte-rendu, que le plan d'action 2025 de la Commission de la culture, des loisirs, du sport et du plein air, annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit adopté et que soit recommandé au comité exécutif et au conseil municipal d'entériner le plan d'action 2025 adopté par la Commission de la culture, des loisirs, du sport et du plein air et que ça allait en fast-track pour que ça se rende rapidement aux instances suivantes. Ça vous va? Parce que je dis suivante, parce que là, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être la prochaine étape.
D'accord? Fait que dans le fond, c'est la levée de l'Assemblée. Je vous garde 2 petites minutes, mes collègues, parce que dans le fond, on a un PV adopté en huis clos. Merci de votre visite, M. Rassette, également. Ça fait plaisir. J'ai une autre rencontre, c'est pour ça que c'était important. Ouais. Je voulais juste, Madame la Présidente, C'est un instant. Ben, OK, c'est parce que je le voyais rouler encore en rouge. Oui, vous l'arrêtez. non.